Bonjour à tous. Effectivement, on va vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu original pour un congrès de neuroradiologie. On va explorer la musique avec les outils qu'on utilise toujours, avec l'IRM, avec la neuroradiologie fonctionnelle. Donc effectivement, la musique, c'est quelque chose qui est partagé par, j'imagine, chacun d'entre nous dans cette salle. La musique, bien sûr, ça a toujours existé depuis la préhistoire, depuis l'Antiquité. C'est un outil de communication, c'est pour certains une certaine forme de langage, c'est aussi un outil qui permet de prendre du plaisir, c'est un motif également de rencontre, pas seulement dans les grands concerts, mais aussi dans les grandes formations musicales. Certes, c'est partagé par chacun d'entre nous ici, mais certains en font leur profession, certains sont professionnels, certains sont experts, c'est le cas d'Anne-Isabelle de Barcevot avec moi. Et il y a dans la littérature beaucoup d'analyses de la différence, car il y en a, entre le cerveau d'un musicien expert et celui d'un non-musicien, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit neuroanatomique et notamment en volumétrie, qu'elle soit fonctionnelle ou de connectivité. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Notre approche est beaucoup plus simple. L'idée était de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un musicien qui est en action. Est-ce que, bien sûr, il y a une différence avec un non-musicien, mais est-ce qu'on peut analyser le cerveau d'un musicien? Et quoi de mieux de prendre un chef d'orchestre, et on a eu la chance d'avoir accès au cerveau d'un chef d'orchestre. Et l'expérience qu'on a fait, c'est une expérience d'IRM fonctionnelle, c'est un paradigme de bloc assez simple, à savoir qu'on va alterner des phases de silence et des phases où il écoute de la musique dans un casque, dans l'IRM fonctionnel. Alors, c'est pas n'importe quelle musique qu'on a fait écouter à nos chefs d'orchestre. On lui a fait écouter une symphonie de Beethoven, la 7e. Et pourquoi on a pris celle-là? C'est parce que c'était celle qu'il était en train de travailler avec son orchestre en vue d'un concert. Donc, il l'avait bien en tête. Et on s'est dit qu'en écoutant cette musique, il allait anticiper, il allait se mettre dans la condition de la direction d'orchestre. Et vous allez voir, c'est effectivement ce qu'on a vu. On a aussi fait exactement le même paradigme, la même expérience chez un non-musicien qui s'est prêté à l'expérience. Et on a regardé ce qui se passait dans les cerveaux de ces deux sujets. Voilà une vue globale des résultats. Et vous pouvez voir très largement, très facilement, qu'effectivement, il y a des activations, et c'est normal chez un non-musicien, puisqu'il écoute quelque chose. Mais il y a beaucoup plus d'activations chez notre chef d'orchestre. Et ce qu'on s'est intéressé à faire avec Anne-Isabelle de Barcevot, et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que chacune de ces régions qu'on voit sur ce cerveau, on les a pris individuellement et on a regardé pourquoi elles étaient spécifiques du musicien et en quoi est-ce qu'elles étaient importantes pour le traitement musical. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre chacune de ces régions de manière individuelle, et comme c'est un congrès de neuroradiologie diagnostique, on va faire un petit rappel quand même neuroanatomique et fonctionnel sur chacune de ces régions. On va voir si elles peuvent être impliquées en pathologie, et puis après, Anne-Isabelle de Barcevot, à chaque fois, va nous parler de la spécificité de chacune de ces régions chez le musicien. Alors on commence par le plus simple, et cette aire qui est sollicitée de manière à peu près symétrique chez le musicien, ici en rouge, et chez le non-musicien en vert, ce qui est normal, puisque c'est l'aire auditive primaire. Vous le savez tous, c'est cette aire qui est située dans le lobe temporal, répartie de manière bilatérale et relativement symétrique. Pour la repérer, alors ça, je ne sais pas comment vous faites sur vos IRM, ça peut être intéressant de temps en temps de savoir où est l'aire de Échelle, et on va voir qu'elle est notamment importante pour repérer d'autres aires à proximité. Sur des coupes sagittales, c'est extrêmement simple. Il suffit de regarder votre lobe temporal sur sa voie latérale, et on voit que en fait, le gyrus d'échelle exerce une petite boursouflure, une espèce d'excroissance à la partie supérieure du lobe temporal. Donc il suffit de suivre la vallée sylvienne jusqu'à trouver cette petite excroissance, et c'est là qu'on trouve le gyrus de l'échelle. Donc l'aire auditive primaire. Sur la coupe axiale, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, ce que je vous propose, ce que je fais habituellement, c'est que je prends la coupe CACP qui passe par l'insula. Je suis l'insula d'avant en arrière, et le premier gyrus qui est situé en arrière de la fin de l'insula, la face postérieure latérale, c'est le gyrus d'échelle. Un autre moyen aussi, c'est de regarder sa morphologie. Certains, alors je ne sais pas s'il y a des amoureux ici, mais certains y voient une sorte de cœur, avec ce cœur un petit peu allongé. Alors en pathologie, pour qu'il y ait une atteinte du gyrus d'échelle, il faut qu'elle soit bilatérale, il faut qu'elle soit assez massive. Alors les symptômes qui sont liés sont assez polymorphes. Ils peuvent aller juste d'une agnosie auditive, à savoir qu'on entend un son, mais on n'arrive pas à le reconnaître, on entend une voiture, mais on n'arrive pas à savoir que c'est une voiture, jusqu'à une véritable surdité corticale, où on n'arrive même plus du tout à encoder un seul son, ce qui est le cas par exemple chez ce patient qui avait un AVC temporal bilatéral et une destruction massive des gyrus d'échelle qui ne pouvait plus rien entendre, alors que ses oreilles, ses nerfs auditifs étaient parfaitement intègres. Qu'est-ce qui se passe quand on sursollicite cette aire auditive primaire? C'est ce qui se passe chez un de mes patients ici qui avait une dysplasie corticale focale visible en tapis IRM de l'aire auditive primaire. À chaque fois qu'il faisait une crise, il avait une hallucination auditive, il entendait une musique qui n'existait pas. Alors ce qui est intéressant d'un point de vue fonctionnel aussi, c'est que de la même manière qu'il existe une somatotopie, vous savez, sur le cortex moteur primaire, avec une aire pour la main, une aire pour le pied, etc., il existe une tonotopie,
pour l'aire auditive primaire. Ça veut dire que les zones, selon leur fréquence, ne vont pas être encodées au même endroit. Alors au début, on pensait que cet encodage il était antéro-postérieur, c'est-à-dire que les sons aigus en arrière et les sons graves plus en avant. Avec les progrès de l'IAM fonctionnel et notamment les IAM fonctionnels autres éditions, on a vu que c'était un peu plus compliqué que ça, avec une répartition plutôt centrifuge, ou centripète selon où on se situe, avec les sons les plus aigus codés plutôt à la face profonde, et puis plus on va vers l'extérieur, plus on a des sons graves. Alors certes, on l'a dit, c'est une répartition bilatérale, mais il y a une petite spécialisation hémisphérique quand même de ces joyeuses échelles, même si elle est activée de manière bilatérale quand on entend un son, avec du côté droit une information avec un échantillonnage assez faible, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des variations sonores à faible temporalité, à faible fréquence, qui donne un accès à l'information spectrale du son, alors que du côté gauche, cet échantillonnage est beaucoup plus rapide et on peut avoir même des informations de variations temporelles beaucoup plus précises. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute de la musique, on a plutôt accès à l'information spectrale, et quand on entend du langage, on a plutôt un accès à l'information temporelle. Donc même s'il n'y a pas vraiment de compréhension du langage dans l'aire auditive primaire, elle se prépare déjà, par sa fonction, à intégrer que du côté gauche, il va y avoir du langage. Alors, ça, c'est ce qui se passe chez chacun d'entre nous. Mais Anne-Isabelle va nous montrer que, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité du musicien, on peut s'y attendre dans cette aire auditive primaire. Merci Charles. Effectivement, chez le musicien, cette aire est absolument fondamentale. Et dans le cas de notre chef d'orchestre, par exemple, il va devoir être très attentif à la fréquence sonore. Chez nous, on appelle ça la hauteur du son, pour savoir si ces musiciens jouent bien les bonnes notes, et même au-delà des bonnes notes, si les sons sont parfaitement justes, parce que tous les musiciens doivent jouer ensemble à la même hauteur. Le deuxième paramètre qu'il doit contrôler, notre chef d'orchestre, ce sont l'amplitude de ces sons, qui sont traités dans cette aire et que nous, on appelle les nuances en termes musicaux. Et par exemple, sur nos partitions, ce sera marqué piano ou forte. Et en fait, en permanence, le chef d'orchestre doit vérifier l'amplitude du son et vérifier que ça correspond à ce qu'il attend de ses musiciens. C'est aussi l'aire où est encodée la mémoire auditive. On ne le sait pas forcément toujours, mais ça nous permet en tant que musiciens de vérifier que ce qu'on produit ou ce qu'on fait produire par les musiciens de l'orchestre correspond aux souvenirs qu'on a de la pièce et à ce qu'on en attend. Donc il y a un système de comparaison qui se trouve dans cette aire-là. Ce qui fait que chez les musiciens, de manière logique, on retrouve très souvent dans la littérature, quand on compare les musiciens et les non-musiciens, un cortex plus épais et une activation plus importante de ces zones-là. Voilà, on continue notre exploration et on voit une deuxième zone. Alors après, toutes les autres zones, elles ne sont visibles que chez le musicien. La première qu'on voit, c'est toujours dans le lobe temporal, un petit peu en arrière. Cette zone en arrière du gyrus d'échelle qu'on appelle le planum temporale, que vous connaissez sans doute du côté gauche, puisqu'elle a souvent été associée à l'aire de Wernicke. Alors le planum temporale, du coup, d'un point de vue anatomique, maintenant qu'on sait où est le gyrus d'échelle, c'est extrêmement simple et ça peut vous servir notamment du côté gauche si vous cherchez l'aire de Wernicke. Vous avez vu comment trouver échelle? Eh bien, le planum temporale, c'est le gyrus juste en arrière. Donc ça, c'est extrêmement simple. D'un point de vue fonctionnel, on l'a vu du côté gauche, c'est une zone qui est extrêmement connue pour l'exploration du langage, puisqu'elle permet, c'est une des zones qui permet de donner un accès au sens des mots. À droite, elle a aussi une importance dans le langage, pas du tout la même, pas pour un accès au sens, ou alors plutôt indirectement, puisque c'est là que va être encodée la prosodie. La prosodie, vous le savez sans doute, c'est la musicalité du langage, ce qui permet de donner les intonations. Alors ça donne aussi un accès au sens du langage, puisque c'est pas la même intonation dans une phrase interrogative ou dans une phrase affirmative, par exemple, mais ça donne aussi surtout un accès à l'émotion du locuteur. Par exemple, moi, je n'emploie pas du tout les mêmes mots et les mêmes langages, la même prosodie lorsque j'engueule mes enfants à la maison parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, ou quand je vous parle comme ça, plutôt tranquillement. Eh bien, justement, il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on compare langage avec ou sans prosodie, on a plutôt des activations à droite, et notamment lorsqu'on compare des langages avec émotion versus des langages neutres, cette aire, alors c'est une convention neurologique, donc là c'est bien à droite, cette aire, ce planum temporale à droite est beaucoup plus activé. En pathologie, est-ce qu'il y a une implication? Donc on l'a vu à gauche, ça donne une aphasie Wernicke. À droite, on pourrait s'attendre à ce que ça donne une amusie pure, ce qui a été rapporté dans certains cas de la littérature. Ici, c'est un cas clinique d'un patient qui avait juste un AVC, une destruction de ce planum temporale à droite, et du coup qui avait perdu le sens de la musique. Alors est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on peut considérer ce planum temporale à droite comme un Wernicke inversé, enfin un Wernicke en miroir, qui traite uniquement la musique? Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Isabelle?
Alors de fait, le planum temporel et droit est particulièrement important pour le traitement musical. C'est ce qu'on voit dans cette étude de 2014, où vous voyez en bleu l'activation plus importante à droite de toute cette zone pour la musique versus le langage, de l'autre côté à gauche, et particulièrement chez les musiciens, la zone verte, donc le planum temporel des musiciens, qui est activé de façon plus importante chez eux que chez les non-musiciens. On a aussi une spécificité du musicien autre, et il y a plusieurs articles de la littérature qui se sont penchés sur ce point précis, c'est l'oreille absolue. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'oreille absolue, peut-être que ceux qui ont fait un peu de musique parmi vous le savent, c'est la capacité de nommer une note. Par exemple, si je vous chante la note de tout à l'heure, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui seraient capables de me dire qu'est-ce que c'est comme note, do, ré, mi, fa? Oui, bravo. On a des musiciens parmi nous. Alors c'était bien un la. Et donc voilà, c'est la capacité en fait de nommer cette note. Et en fait, dans la littérature, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'apparemment, les deux planums temporel droit et gauche sont impliqués dans cette capacité. Simplement, le planum temporel droit vous donnera vraiment la hauteur absolue de la note. Et en fait, le planum temporel gauche vous permettra d'avoir le nom de la note. Donc en fait, le lien avec le langage. Voilà pour ce planum temporel chez le musicien. Super, on continue l'exploration. Et donc là, on a fini avec le lobe temporal. On voit qu'également, dans le lobe pariétal, il y a des réponses, c'est pas n'importe où. C'est le long du sillon intrapariétal. Alors le sillon intrapariétal, d'un point de vue neuroanatomique, c'est un sillon qui est très important puisqu'il permet de séparer le lobule pariétal supérieur et inférieur. Ce sillon intrapariétal, il n'est pas si facile que ça à repérer parce qu'il est souvent discontinu, mais en fait, c'est celui dont la trajectoire est perpendiculaire au sillon postcentral ici. Donc vous avez sur cet hémisphère, ou l'avant ici, le sillon postcentral, perpendiculaire à celui-là, le sillon intrapariétal. D'un point de vue fonctionnel, le long du sillon intrapariétal, on va voir tout le traitement visio-spatial, toute l'information visio-spatiale, ce qui permet notamment la coordination perception-préemption. Si je veux attraper la souris ici, j'ai besoin d'être guidé par mes yeux. Ça fait aussi partie du réseau attentionnel dorsal, et c'est ce qui permet entre autres d'orienter l'attention, d'orienter volontairement l'attention. Si j'entends un bruit, je vais attirer mon attention notamment par le regard. Et c'est aussi là qu'on va avoir un traitement de l'évaluation des quantités. Par exemple, je regarde les verres et les bouteilles sur la table à ma droite, je vois que assez rapidement, il y a plus de verres que de bouteilles. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière qu'il y avait une somatotopie, une tonotopie, il y a même une numérotopie le long de ce sillon intrapariétal, mais qui n'est valable que pour les petites quantités de 1 à 5. C'est-à-dire qu'on a des zones, si par exemple il y a 3 pommes sur une table, vous avez un accès direct à cette information, et ça va donner une information à un endroit différent que s'il y en a 4. S'il y a une lésion de ce sillon intrapariétal, alors il faut qu'elle soit de manière bilatérale, ça donne ce syndrome qui est assez rare, qui s'appelle le syndrome Balint, qui donne une simultanognosie, une apraxie du regard. Donc c'est des patients qui ont du mal à donner l'attention. Si vous voulez savoir si vous avez un syndrome de Balint ou si vous avez un patient là, vous pouvez faire ce petit test, vous montrez cette image. Alors Claire, par exemple, est-ce que tu peux nous dire quelle lettre est-ce que tu vois sur cette... quel type de lettre est-ce que tu vois? Combien de lettres? J'ai pas accès à tout là. Vous voyez sans doute, pour ceux qui ont des bons yeux, qu'il y a un N et un F. Parce que vous avez à la fois une vision de la précision et une vision globale. Ceux qui ont un syndrome de Balint, ils vous diront qu'il n'y a qu'un N, parce qu'ils n'ont pas l'accès à la vision globale. Donc ça peut être intéressant. Alors, dans quel cas de figure on voit ça? Il faut qu'il y ait une destruction quand même assez massive des aires pariétales. Ce qu'on peut voir en pathologie, par exemple, lorsqu'on a une thrombose veineuse cérébrale, avec ce ramollissement pariétal bilatéral. Ici, c'est un cas de la littérature avec une encéphalopathie, une presse. Pardon. Et il y a aussi des maladies neurodégénératives de type Alzheimer, mais qui atteignent particulièrement ces aires pariétales postérieures, ce qu'on appelle l'atrophie corticale postérieure, avec justement des problèmes visio-spatiaux. Alors, autant dans le lobe temporal, on peut se dire chez le musicien, c'est normal d'avoir un accès à l'information du son. Là, je ne vois pas très bien le chef d'orchestre dans son IRM, pourquoi est-ce qu'il a un traitement visio-spatial en écoutant une symphonie. Est-ce que tu peux nous répondre, Anne-Isabelle? Alors effectivement, à première vue, ça peut paraître plus étonnant, mais finalement, il existe dans la littérature des explications, et notamment sur la question de la coordination œil-main. Un article déjà assez ancien, et d'autres après lui, ont montré que c'était une région impliquée dans le déchiffrage à l'instrument. C'est-à-dire que vous avez votre musicien, pianiste par exemple, ou violoncelliste, qui a sa partition devant lui, sur le pupitre, et qui doit, à partir des informations visuelles, déplacer sa main sur le clavier ou sur le manche de son violoncelle et bien contrôler la position de sa main. Donc dans ce cas-là, c'est bien étudié.
Et dans le cas de notre chef d'orchestre, c'est évidemment assez logique, notamment sur la question de l'attention visio-spatiale que traite cette aire-là, parce qu'il faut vous imaginer qu'il a devant lui habituellement tout son orchestre qui est disposé spatialement. Et c'est pas parce qu'il est dans l'IRM que, en fait, à l'écoute de l'œuvre qu'il a l'habitude de diriger, il n'imagine pas du coup immédiatement devant lui cet orchestre et la spatialisation des gestes qu'il va devoir faire pour faire un signe à un groupe d'instruments, par exemple les violons sur sa gauche ou les corps sur sa droite. Et du coup, ça explique très bien le traitement visio-spatial pour le chef d'orchestre. On a montré aussi dans un article très intéressant que ce n'était pas seulement visuel, mais auditif, et que les chefs d'orchestre avaient une attention auditive spatiale très au-delà de celle des non-musiciens et même des musiciens. Ils sont capables en fait de distinguer et de localiser un instrument précis, ce qui est très utile s'il a besoin de faire une indication à un instrument précis. D'où l'intérêt de cette zone. On continue notre exploration et on arrive maintenant à la région centrale. Et vous le voyez, ici, tout en bas de la région centrale, il y a une activation assez robuste, très forte. Alors même que, je rappelle, le chef d'orchestre ne bouge pas et il n'avale pas, il ne se gratte pas la gorge. En effet, vous connaissez cette somatotopie du cortex moteur primaire et qui est valable aussi pour le cortex somatosensoriel, qui va du pied en dedans, puis l'oméga, la main, les doigts. Et quand on va sur la face latérale, là où on a une grosse activation, c'est plutôt les zones de la bouche, et notamment à l'extrême latéralité, c'est les aires somatosensorielles de la région pharyngo-laryngée, ce qui est appelé dans la classification de Brodmann l'aire 43, qui donne notamment un accès au goût. Alors autant je comprends pour le traitement visio-spatial, mais là le chef d'orchestre il goûte rien, il n'utilise pas son pharynx, il n'avale pas dans la machine, donc c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'il y a une activation aussi robuste de cette aire pharyngo-laryngée ? Alors effectivement, ça peut paraître beaucoup plus étonnant, mais en fait, il y a une explication parce que c'est une zone en fait qui est impliquée aussi dans la subvocalisation, le chant intérieur, quand on s'imagine en train de chanter quelque chose. Et en fait, on a des études en imagerie, notamment une qui montrait ça chez un violoncelliste, donc qui ne chantait absolument pas du tout, mais qui avait les mêmes zones que notre chef d'orchestre activées. Et ça correspond à quelque chose qui n'est pas visible de l'extérieur chez le musicien, et qui n'est visible que très rarement. Par exemple, on vous a mis le cas de Glenn Gould, qui est un pianiste très connu, et qui était connu aussi pour le fait de chantonner, de vocaliser pendant qu'il jouait, ce qui pouvait être très agaçant pour certaines personnes qui l'écoutaient. Mais en fait, il traduit à l'extérieur quelque chose qui est très courant intérieurement chez le musicien, et notamment chez le musicien expert. Et ça sert en fait à suivre le discours musical qu'on est en train de jouer. Donc de vérifier ce qu'on vient de jouer et puis d'anticiper ce qui va venir. Et en fait, ce chant intérieur, on se greffe dessus pour pouvoir jouer de manière fluide notre instrument. Et donc notre chef d'orchestre va s'en servir pour anticiper le discours musical. Je vous ai mis une étude très intéressante aussi, mais cette fois en fibroscopie, où ils sont allés prendre des images d'un larynx chez des personnes qui étaient en train de s'imaginer chanter. Donc il n'y a aucun son qui sortait de leur gorge, et pourtant vous voyez que là, les zones ici sont contractées, alors que vraiment aucun son ne sort, versus au repos, où là tout est détendu. Et j'ai des témoignages de musiciens très intéressants qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un chef de chœur qui me racontait qu'à la fin d'un concert qu'il dirigeait, donc où il ne chantait pas lui-même, il avait à la fin une fatigue vocale comme s'il venait de chanter pendant 1 heure, à la limite de l'aphonie, alors qu'il n'avait absolument pas chanté. Et plus étonnant, le témoignage d'une organiste qui me disait qu'il fallait qu'elle fasse attention quand elle travaillait avec un peu trop de concentration, parce que ça lui était déjà arrivé de finir aphone, alors qu'elle ne chantait pas à l'extérieur, mais juste à force de contracter ces zones-là intérieurement, en se chantant intérieurement en fait la musique. On continue vers le lobe frontal, et là on voit plusieurs zones activées qui correspondent à des zones qu'on connaît bien, qui correspondent au cortex prémoteur, donc à toutes les aires prémotrices, et aussi à l'aire motrice supplémentaire. D'un point de vue anatomique, maintenant qu'on sait où est la région centrale, le cortex prémoteur, lui, est situé en avant du sillon précentral, à cheval sur le gyrus frontal moyen et inférieur, et puis cette petite aire motrice supplémentaire, qui elle est plus dédiée à la planification du mouvement, surtout quand il y a des mouvements séquentiels. Donc cette fameuse aire motrice supplémentaire, elle est située à la face la plus interne, juste en avant du sillon médial précentral.
En pathologie, c'est très connu, cette destruction de l'aire motrice supplémentaire donne le fameux syndrome de l'aire motrice supplémentaire qui, lorsqu'il est complet, est assez brutal et assez lourd, avec un mutisme akinétique, un patient qui est totalement allongé, qui ne peut plus bouger et ne plus parler sur son lit d'hôpital. Pourquoi un mutisme? Parce que bien sûr, l'aire motrice supplémentaire est aussi une zone d'initiation du langage, donc c'est quand il n'y a plus d'initiation ni du langage du mouvement, on ne peut plus parler, on ne peut plus bouger. Alors comme vous le savez sans doute, cette aire motrice supplémentaire est très plastique, donc souvent c'est un syndrome qui est incomplet et très largement, souvent résolutif en quelques semaines. Alors, je vous rappelle que notre chef d'orchestre dans la machine, il était parfaitement immobile, il ne bougeait pas. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'aires prémotrices qui sont activées alors que ce sujet est totalement immobile? Est-ce que tu peux nous répondre à ça, Anne-Isabelle? Oui, en fait, notre chef d'orchestre, quand il entend la musique qu'on lui joue et qu'il a l'habitude de diriger, il se met immédiatement en situation de diriger, parce que c'est normalement ce qui arrive. C'est rare qu'on se retrouve dans l'IRM en train d'écouter une musique. En général, il est plutôt devant son orchestre à jouer. Et en fait, ces circonstances font que, en tant que musicien, on associe la musique qu'on entend à des gestes qu'on fait de manière systématique. Et ce sera d'autant plus fort que c'est une musique qu'on a l'habitude de jouer ou de diriger. Et ce qui fait qu'il existe une boucle audio-gestuelle qui, comme la boucle audio-phonatoire, en fait, lie l'audition au geste, et entendre la musique, pour nous musiciens, active automatiquement la préparation du geste musical. C'est quelque chose qui a été observé chez tout type de musiciens. Il y a des études dans la littérature qui ont été faites sur des pianistes, sur des violonistes, et on retrouve toujours l'activation des cortex prémoteurs et de l'AMS. Et ça peut s'expliquer par l'existence en fait, de neurones miroirs qui ont été trouvés par la même équipe qui a découvert les neurones miroirs, donc Rizzolatti. Un petit peu après, ils ont découvert des neurones miroirs qui s'activaient à la simple écoute du son lié à une action. Donc si vous posez une bouteille sur une table, et ben, en fait, vous allez avoir des neurones miroirs moteurs qui vont s'activer comme si vous faisiez le geste de poser la bouteille sur la table. Et bien, c'est la même chose pour les musiciens. Et l'activation de ces aires motrices chez le musicien expert, parce qu'il faut un certain nombre d'années en fait, pour que ce soit vraiment lié, c'est ce qui permet le travail mental. C'est quelque chose qui est très recommandé pour les musiciens experts, de travailler mentalement. Et on a montré que c'est très efficace. Différents articles l'ont montré. Et par exemple, vous imaginez jouer une mesure, par exemple, vous le répétez dans votre tête, et à la fin, quand vous le jouez vraiment, eh ben, ça s'est amélioré. Donc c'est un travail très utile, mais qui n'est possible que parce qu'il y a cette activation du cortex prémoteur. Voilà, on a fini avec cette approche. Il reste juste une petite aire qui est activée. Vous l'avez bien sûr reconnue. Elle est située juste en avant du sillon central. C'est le cortex moteur primaire. Et ce n'est pas n'importe quelle aire qui est retrouvée, c'est celle de l'oméga anatomique. On est dans l'hémisphère gauche. Donc c'est la commande motrice de la main droite. Et du coup, ça s'explique très facilement dans le cas d'un chef d'orchestre, puisque c'est la main qui tient la baguette. Et c'est la main qui va donner les indications principales aux musiciens. Les indications de départ, les indications de tempo, de nuances. Et donc, ce n'est pas étonnant du tout de la retrouver dans ce cas-ci. La seule chose un peu étonnante, c'est de voir que cette activation imaginaire motrice va jusqu'à l'activation d'une aire primaire motrice. Voilà, donc pour conclure, j'espère que vous êtes maintenant convaincus que le traitement musical, ce n'est pas juste des aires auditives, voire le traitement de la musique, c'est bien plus que ça, c'est multimodal, avec certes des aires auditives primaires, des aires du traitement spécifique de la musique, notamment du côté droit, mais aussi un traitement visio-spatial, un traitement de la subvocalisation, ce qui permet d'adapter la note qu'on entend à celle qu'on veut vraiment jouer, à celle qu'on chantonne, des aires prémotrices pour préparer le mouvement, et puis, bien sûr, le cortex moteur primaire pour exécuter ce mouvement. Voilà, toute cette présentation a fait l'objet d'une publication à quatre mains dans le journal de neuroradiologie entre Anne-Isabelle et moi, et j'espère que c'est une belle illustration, et j'espère que vous êtes convaincus qu'il faut qu'on arrive à sortir de notre champ expert de neuroradiologue pour aller voir d'autres experts, d'autres spécialistes, et notamment des spécialistes en art, et pourquoi pas en musique. Merci de votre attention.